Washington Débat, cette émission des grands débats est animée par Georges Léonard. Merci de vos correspondances et à bientôt sur nos antennes. 15h à Washington, 19h en temps universel, coordonnées, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Washington Débat, 75e édition en direct de Washington en ce samedi 9 juin 2012, une journée ensoleillée. Belle journée en somme ici dans la métropolitaine. Washington Débat, 75e édition en direct de Washington, dis-je. Georges Léonard Sagno dans le studio central de Washington pour la coordination et la présentation. Washington Débat, coup de projecteur sur l'insécurité en Afrique. Ce sont les principaux thèmes de cette émission. En Guinée, quelles sont les causes profondes de l'insécurité qui sévit sur le continent et en Guinée particulièrement? Le cas guinéen nous interpelle. Qui en est responsable? La population, l'armée ou la police? Alors, comment résoudre ce fléau récurrent en Afrique? Alors, nous parlerons également des préparatifs du dîner gala du 23 juin de la Fondation Batenimba pour la culture et la paix à Washington. Un dîner gala dont les préparatifs se poursuivent activement. Pour participer à ce débat, mesdames et messieurs, le code est le suivant, 209 647 1600 et la touche qui suit, et après avoir composé bien le code, c'est bien sûr le 67 21 37. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. En direct de Washington, Georges Léonard Sagno. Nous aurons dans cette émission, mesdames et messieurs, si les dieux de la communication sont avec nous, Madame Chantal Faïda qui nous répondra à partir de Goma. Madame Chantal Faïda est analyste économiste basée à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, toujours à Goma, à l'est de la RDC, nous aurons en ligne de Bukavu Madame Marie-Rose Bora. Marie-Rose Bora est enseignante de profession, analyste et panéliste à Radio Guinée, USA. Et toujours en RDC, à la RDC fait toujours le plein. Nous aurons en ligne de Kinshasa le professeur Sawasawa Dieudonné, professeur économiste à l'université de Kinshasa, là-bas, la capitale de la RDC. Le professeur, vous vous en souvenez, il y a 2 semaines, a proposé un plan Marshall pour le développement de l'Afrique. Un plan Marshall, bien sûr, pour l'image de l'Afrique et à l'image de l'Afrique. Ce plan Marshall pourrait comporter des segments pour le développement du continent. Alors, mesdames et messieurs, de retour à Washington, nous avons en ligne le politologue guinéen, monsieur François Chérif Nima François. Monsieur Chérif Nima François est politologue guinéen, très actif ici et leader de communauté. Il nous répondra à partir de son QG natal ici à DC. Et mesdames et messieurs, l'événement vaut la chandelle. Nous aurons en ligne dans cette émission madame Awa Sanogo. Awa Sanogo, vous vous rappelez les 3 gouttes d'Abidjan. Awa Sanogo est dans nos murs. Elle vient juste d'atterrir à Washington. Elle est en train de remplir les formalités juste à Union Station. Le temps pour elle d'être à l'hôtel. Madame Awa Sanogo de l'ensemble Côté Bas d'Abidjan va jouer ce soir à Loft Megafist. Ah oui, ça c'est pas un petit coin. DC Jazz Loft Megafist. Ce coin très renommé est placé sur 629 New York Avenue Nord-Ouest. Ah, ce soir, ça va chauffer. Madame Awa Sanogo va donc jouer en compagnie de Mark Kerry. Et le duo va donc se produire en 2 temps. Première partie à partir de 10h heure locale ici à Washington et deuxième partie à partir de minuit. Alors tous les panélistes mélomanes de la capitale et de la métropole de Washington DC sont donc conviés à cette grande fête. Madame Awa va se produire en live et dans les prochaines semaines, elle sera aussi l'invitée de Radio Guinée USA, mesdames et messieurs. Alors, de retour à l'événement qui nous regroupe ce soir, mesdames et messieurs, je vous le disais en levée de rideau que c'est un coup de projecteur que nous allons faire sur l'insécurité en Afrique. Quelles sont les causes profondes de l'insécurité qui sévit sur le continent et le cas spécifique de notre cher pays, la Guinée, qui en est responsable? Faut-il accuser, selon vous, la population
ou l'armée ou la police. Et de retour toujours en Afrique, comment résoudre ce fléau récurrent dans le continent? Alors, et en deuxième et troisième partie, on parlera du gala, dîner gala de la Fondation Batoniba, dîner gala prévu le 23 juin dans la région métropolitaine de Washington. Ce sera à l'adresse 17 000 Power Mill Road, Silver Spring. Ah, on aurait dû avoir un Silver Gala, mais ça va être à Silver Spring, l'adresse donc Silver Spring, Maryland, 20 903, c'est le zip code. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc continuer cette grande émission. Georges Lona Sagno dans le studio central. Alors, selon nos recherches, l'insécurité, c'est une problématique. Voici donc l'introduction générale selon nos recherches sur l'insécurité, en fouillant les archives effectivement de l'ONU, de FPR, Front Patriotique Rwandais, de la NPR, National Resistance Army, et l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Nous nous rendons en RDC, ce grand pays, ce grand maïgo, pour définir l'insécurité en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne a été pendant longtemps le théâtre des guerres par préoccupation, par procuration qui découlait de la rivalité Est-Ouest avec la fin de la guerre froide. Tous les esprits étaient permis de voir l'Afrique, notamment la région des Grands Lacs, renouer avec une paix durable, d'autant plus que l'Organisation des Nations Unies devait commencer à manifester véritablement son rôle de gardienne de la paix internationale, rôle qui lui a échappé pendant toute la période de la guerre froide du fait des affrontements idéologiques entre le bloc capitaliste incarné par les États-Unis et le bloc socialiste incarné par la Russie, ex-URSS. Curieusement, l'Afrique devint le théâtre des conflits de diverses formes, notamment les conflits frontaliers, les conflits interethniques, les guerres civiles et les rébellions présentées sous forme de guerres de libération. En ce qui concerne particulièrement la région des Grands Lacs, les coups d'État et les rébellions sont devenus monnaie courante. Cette partie d'Afrique n'a pas connu pendant une période relativement longue les affrontements armés interethniques entre les pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL. En pratique, cette organisation donc mettait plus l'accent sur la sécurité des chefs d'État qui la composaient en ce temps. Malgré cette sécurité, malgré cette relative sécurité, j'allais dire, des États membres, cela ne pouvait que favoriser la paix entre eux. Aujourd'hui, cette partie de l'Afrique est en proie à des conflits armés internes, interétatiques, incessants, compromettant ainsi la paix, la sécurité et la stabilité politique dans la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo se trouve parmi les États les plus affectés par l'insécurité qui a causé et qui continue de subir les conséquences tant humaines que matérielles. Qu'est-ce qui est à la base des turbulences dans la région des Grands Lacs en général et en République démocratique du Congo en particulier? Nous le verrons tout à l'heure avec nos invités panélistes, mesdames et messieurs. Ils sont très nombreux à nous répondre ce soir. Je m'en vais donc ouvrir directement l'antenne pour notre panéliste d'habitude, de notre panéliste de tous les samedis, Monsieur Nima Chérif François, politologue guinéen, basé dans la région métropolitaine de Washington, d'où nous nous mettons. Alors, Monsieur Nima Chérif François, bonjour et encore une fois, bienvenue sur nos antennes. Oui, bonjour, bonsoir Georges, et bonjour pour ceux qui ne sont pas dans nos rayons, et encore une fois, un plaisir pour moi de nous retrouver ce samedi. Merci beaucoup, Monsieur Chérif Nima François. Le thème qui nous regroupe cet après-midi, c'est le coup de projecteur sur l'insécurité en Afrique. Et comme pays d'études ou cas d'études, nous avons pris la République démocratique du Congo, ou les pays des Grands Lacs, vous le savez, vous avez suivi mon introduction. Alors, selon vous, quelles sont les causes profondes de l'insécurité qui sévit sur le continent, M. Chérif Nima François? Oui, parlant de l'insécurité sur le continent, il faut vraiment, comme vous avez soulevé, situer les causes profondes. Et je crois qu'il y a les causes lointaines et puis il y a les causes actuelles.
parlant des causes lointaines, vous saviez, l'Afrique a été colonisée par les puissances qui ont inculqué dans la tête, dans nos comportements. Ils ont laissé des traces de violence. Et ces violences, là, jusqu'à présent, existent. Malgré qu'avant les colons, il y avait des guerres tribales ou les guerres pour le contrôle des empires et autres, mais ça se fait sur le plan politique. Donc, après la colonisation, les mouvements de décolonisation, ceux qui ont appris la colonisation, ceux ils se sont libérés par voie pacifique comme la Guinée, et d'autres se sont libérés par les voies armées, comme certains pays comme l'Algérie et tant d'autres. Il y a cette culture de violence qui est restée dans nos mœurs. Et comme outil qu'on peut l'utiliser pour arriver au pouvoir politique, pour contrôler les autres. Et quand il va au pouvoir politique, on utilise la force comme l'outil pour se maintenir dans le fauteuil. Et voilà l'une des causes. Maintenant, il y a les causes actuelles qui sont naturellement l'arrivée de la démocratie qui oppose généralement pour la conquête du pouvoir politique, oppose généralement des ethnies ou deux régions différentes ou des opinions complètement différentes de la manière de gérer, où personne ne veut gérer, ne veut accepter de gérer. Donc la cause actuelle aujourd'hui, la plupart des cas, c'est l'accession au pouvoir par les élections. Donc l'élection est l'une des causes actuelles aujourd'hui. Bon, ça c'est sur le plan politique. Mais revenons sur le plan alimentaire. L'insécurité, c'est sur le plan alimentaire, c'est pas seulement sur le plan politique. Et l'insécurité sur le plan alimentaire, vous savez, Dieu a fait que l'Afrique, il y a tous les jaunes qui sont là. Il y a le désert, il y a la forêt, il y a d'autres terres qui sont bénies. Il s'agit de l'agriculture. Donc, généralement, des pays de l'Afrique australe, le Cameroun, le Congo ne devraient pas naturellement se plaindre de l'insécurité alimentaire s'il y avait une bonne gestion et des initiatives étaient libérées, et la liberté des citoyens pour se sécuriser sur tous les plans. Donc, il y a l'insécurité alimentaire qui a des causes naturelles et il y a des causes d'ordre politique et d'orientation économique qui n'ont jamais accepté que l'Afrique arrive à l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut faire face à cela et je crois que nous aurons l'occasion de détailler tous ces plans. Donc, je me dis, en résumé, pour le moment, il y a l'insécurité politique, cause lointaine et cause actuelle, il y a l'insécurité alimentaire, cause naturelle et cause des choix économiques qui nous mettent en arrière et qui laissent le continent instable sur la plupart des plans. Voilà. Merci à M. Chérif Niman François. Vous aviez parlé de l'insécurité comme facteur, de l'insécurité alimentaire, oui, facteur de l'insécurité d'une façon générale. Je m'en vais donc vous faire un petit résumé sur l'insécurité alimentaire en Afrique. Selon nos recherches, le CREPAO, donc c'est une grande compagnie qui fait des recherches sur l'Afrique. Alors, a publié un rapport en 2009. Alors, voici en résumé ce que présente le CREPAO. Le CREPAO dit l'insécurité alimentaire en Afrique révèle aujourd'hui 3 composantes fortes. Tout d'abord, une malnutrition chronique étroitement liée à la pauvreté et au sous-développement caractérise le continent depuis 40 ans. Le développement du risque alimentaire en milieu urbain, ensuite, a récemment débouché sur des émeutes de la faim. Enfin, on assiste à une multiplication des famines, notamment liées au conflit, à une instrumentalisation politique plus généralisée de la faim. Alors, la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'accès permanent de tous aux denrées alimentaires nécessaires pour mener une vie saine et active, se heurte aujourd'hui à un paradoxe. Depuis 1970, la production agricole mondiale a plus que doublé, ce qui conduit à l'existence de surplus alimentaires importants. Néanmoins, cette croissance globale de la production masque de fortes disparités. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies estime à 923 millions le nombre de personnes qui souffrent toujours de la malnutrition chronique dans le monde,
dont 95% se situent dans les pays en voie de développement, notamment l'Afrique subsaharienne. Alors, monsieur Chérif Niman François, vous avez suivi ce petit exposé. Alors, vous avez dit, vous avez remonté l'histoire pour retrouver les causes profondes de l'insécurité qui sévit sur le continent. Alors, quand nous prenons la région des Grands Lacs, qui a connu une relative paix après l'indépendance en 1960, aujourd'hui, ce grand marigot d'Afrique est secoué par des factions rebelles. Aujourd'hui, vous le savez, le général Bosco Ntaganda, qui est un ancien militaire qui a donc pris le maquis, alors un mutin avec plus de 100 personnes ou plus de 300, en tout cas une centaine de personnes derrière lui. Il est dans la grande forêt, dans le parc de Nyogoro-Nyama, là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces de sécurité et l'armée régulière congolaise peinent à mettre main sur lui parce qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Quels crimes ont été commis dans le Kivu là-bas. Vous le savez, la capitale mondiale des viols sur les femmes, c'est bien connu, c'est la République démocratique du Congo. Alors, selon vous, M. Chérif Niman François, vous avez cité les causes profondes. Est-ce que vous pensez que la mauvaise gestion des ressources tant humaines que naturelles aussi serait la cause aussi, ou l'une des causes de l'insécurité dont est victime le continent aujourd'hui? Voilà, nous avons donc perdu, on me signale du côté de la technique que nous avons perdu notre cher invité aujourd'hui, M. Chérif Niman François. Alors, nous allons poursuivre cette émission, mesdames et messieurs. Alors, je vous parlais de la République démocratique du Congo. Donc, en dépit de l'ultime but d'un État on va continuer donc cette émission. Qu'est-ce qui est à la base donc des turbulences dans la région des Grands Lacs en général et en République démocratique du Congo en particulier? Quelles sont les causes de l'insécurité à répétition dans cette partie de la région? Que pensent ces pays au-delà de l'insécurité et de la sécurité au regard de leurs défis? En dépit de l'ultime but d'un État et de son peuple, quelles sont les motivations qui animent ces dirigeants de ces pays, les dirigeants de ces pays, d'orchestre l'insécurité dans leurs espaces respectifs? Alors, on va essayer de voir avec des éléments de réponse. Alors, je disais tantôt, M. Chérif Niman François, que l'insécurité qui sévit aujourd'hui sur le continent, vous avez remonté les causes profondes, les causes historiques. Alors, nous sommes d'accord avec vous, mais est-ce que selon vous, après avoir donc brossé un peu la situation sur l'insécurité alimentaire, qui fait partie aussi, l'alimentation fait partie de l'insécurité, pensez-vous que la mal-répartition des ressources tant humaines que naturelles, surtout la gestion des ressources humaines et la répartition des richesses issues de l'exploitation des ressources naturelles seraient un peu des facteurs aggravants de la cause de l'insécurité sur le continent, M. Chérif Niman François? Oui, j'ai eu une coupure à mon niveau. Bon, je reviens sur la cause, j'ai soulevé des causes naturelles en ce qui concerne l'insécurité alimentaire, mais aujourd'hui, j'avais parlé des causes actuelles qui sont du choix économique, du choix politique, de la politique alimentaire subie par des pays. Aujourd'hui, tu seras étonné de voir que la plupart de ces pays, y compris le Congo, ils ont placé la sécurité alimentaire comme une question de sécurité nationale, donc qui est influencée largement par les décisions politiques que ces dirigeants décident qu'est-ce qu'il faut planter, comment il faut planter, où tu dois planter, comment tu dois commercialiser les produits. Donc, une fois que la liberté économique elle est contrainte, elle est orientée, vous avez la qualité, il manque. Et l'insécurité alimentaire n'est pas, l'autosuffisance alimentaire que nous cherchons sur le continent n'est pas seulement d'avoir la quantité, mais d'avoir aussi la quantité, la qualité et la satisfaction. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Tu manges une quantité, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, mais
toi, le mangeur aussi soit satisfait. Cependant, dans le pays, en impliquant la politique du gouvernement à la politique de l'activité économique, donc n'ayant pas, les populations n'ayant généralement pas le libre choix de choisir les semences, les céréales à produire, et alors ils vont faire ce que le gouvernement décide et généralement ça les empêche de produire en quantité et de la qualité et généralement avec l'implication des tarifs à la rentrée, ils décident, le gouvernement choisit qui doit faire quoi et empêche généralement la libre entreprise et ce qui est vraiment le moteur pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est y compris le Congo, naturellement. Maintenant, sur le plan de l'insécurité en général, d'ordre social et politique, vous savez, la région de l'Afrique des Grands Lacs est particulièrement touchée par les coups d'État qui échouent souvent, mais qui sont là permanemment, et par des rébellions qui sont devenues monnaie courante. Et n'oubliez pas que cette partie de l'Afrique n'a pas connu pendant une période relativement longue les affrontements armés interétatiques entre les pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Vous savez de trop, vous savez déjà. En pratique, cette organisation mettait sur l'accent sur la sécurité des chefs d'État, comme tu l'avais dit, que la sécurité de la population. Et une fois que le peuple a abandonné à lui-même un policier, les normes internationales ne sont pas respectées. Vous savez, vous pouvez voir, les Nations Unies avaient déterminé les normes dans les normes. Les normes, il y a, je crois, un policier pour un nombre X de population. Les normes ne sont pas respectées sur le continent. Mais la cause la plus grave aujourd'hui dans cette région, c'est le fait que quand un chef est élu, il a toujours tendance à modifier la constitution à son image et se maintenir au pouvoir. 2, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui refusent catégoriquement de se mettre en rapport avec l'actualité, les demandes du XXIe siècle, qui veut dire l'alternance politique au pouvoir et le respect des droits de la minorité. Ça, c'est la deuxième cause. Donc, si les chefs d'État de la région, notamment le Congo, n'aspirent pas aux options démocratiques qu'ils ont acceptées avec l'appui des Nations Unies, ils ont l'ONU, comment on appelle l'ONU, quoi la MONUSCO. La MONUSCO, ils ont les forces des Nations Unies. Avant, mais ils l'ont démantelé depuis maintenant 2 ou 3 ans, ça s'appelle la MONUSCO, oui. Voilà. Donc, ils ont le sport, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont l'argent de tout le monde entier qui y va dans leur région, malgré la potentialité minière très, très riche de ce pays. Donc, leur comportement m'affecte moi à Washington ici, par le fait qu'ils paient les taxes, et les taxes là vont aux Nations Unies, et les Nations Unies prennent pour investir dans leur pays, pour les questions de sécurité que eux-mêmes ils peuvent le faire, ils peuvent sécuriser sans avoir besoin de l'aide extérieure, ils peuvent se comprendre, ils peuvent discuter leurs problèmes sans avoir besoin de l'extérieur, puisque Dieu les a bénis d'ailleurs. Après le Congo, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Guinée, c'est les pays les plus riches, les pays, je veux dire, en matière de ressources naturelles les plus riches de l'Afrique. Donc, ils pouvaient se gérer. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que le monde est fatigué. Le monde ne veut pas les abandonner, mais le monde aussi est fatigué en même temps de déployer les efforts avec l'argent des autres pour les sécuriser, cependant qu'ils ont tout, Dieu les a donné tout, l'intelligence et autres, mais il manque le courage politique de dire qu'après mon mandat je quitte, ou bien je ne dois pas, je dois accepter les contraintes actuelles et quitter le pouvoir. Je crois le message... dans votre exposé, c'est tellement intéressant que vous dites que les Congolais, la MONUSCO est aujourd'hui, hier la MONUC est au Congo depuis 1965 apparemment. C'est trop pour un pays qui est indépendant et qui continue de vivre sur assistance sécuritaire des Nations Unies. Vous savez, vous avez dit, sont les
l'argent des contribuables onusiens que nous sommes, vous et moi, parce que si vous payez vos taxes ici aux États-Unis, bon Dieu de bon sang, les États-Unis prélèvent une grande partie pour envoyer aux Nations Unies pour le fonctionnement de ce système. Et les Nations Unies, vous le savez, les États-Unis sont le plus gros bailleur de fonds. Alors, donc, vous voulez dire ici que les Congolais, vous interpellez les Congolais à prendre en compte leur sécurité aujourd'hui parce que c'est parce que vous avez dit les systèmes électoraux ne sont pas fiables, les élections sont mal organisées. Est-ce que si nous prenons le cas récent des élections qu'il y a eu au Congo en novembre dernier, le jeune président Kabila, il s'est illustré par cette mauvaise organisation des élections qui l'ont encore confirmé et laissant encore planer le doute, le grand doute sur le pays, car après la proclamation, son challenge, qui est le principal opposant, Étienne Tshisekedi Ouamulumba, n'a jamais reconnu les élections, les résultats de ces élections, et il s'est autoproclamé président de la République. Donc, vous voulez dire ici que la mauvaise organisation des élections présidentielles, législatives et communautaires et la maintenance ou non l'instauration de la dictature sont aussi des causes aggravantes, des facteurs aggravants de l'insécurité sur le continent, M. Chérif Nima François, en prenant pour étude de cas la RDC, qui est un grand marigot là-bas en Afrique centrale. Oui, bien sûr, comme je le disais, la malgouvernance, le non-respect des droits des minorités, comme vous avez vu, un président est au pouvoir, il entretient bien ses ethnies, tous les grands contrats de l'État sont donnés de gré à gré à ses partisans qui l'ont supporté, et l'armée composée généralement d'une grande partie de sa population et des gens de son village et de son entourage, et la minorité vivant constamment dans la peur de ne pas avoir ses droits violés ou de ne pas être maîtrisé ou brimé dans ses droits, a généralement fait recours à d'autres moyens pour se libérer des régimes de ce genre. C'est pourquoi vous avez vu au Congo des mouvements qui naissent, meurent par non-soutien, par la non-assistance ou par la condamnation internationale, et naissent et disparaissent. Et c'est fréquent. Et alors, un peuple, quand vous avez un chef désillusionné qui ne comprend pas, qui ne veut pas s'actualiser, qui ne veut pas amener son pays à sortir du sous-développement, du sous-développement, et s'orienter vers le respect des droits de l'homme, la transparence, qui est aussi un outil aujourd'hui pour connaître l'essor économique. Mais vous avez un chef pareil, c'est très, très, très difficile. Quand Joseph Kabila, le président, avait organisé les élections, tout le monde presque ont condamné, de même que son voisin, le Camerounais, quand ils ont organisé les élections, aucun chef d'État n'a eu même le courage de les féliciter et n'a assisté à leur investissement. Donc, je crois qu'il y a les messages sourds et il y a les messages ouverts. Ça, c'est un message sourd pour te dire que vraiment ce que vous faites, vous n'êtes pas en rapport avec la communauté internationale. Et ils doivent automatiquement cesser leurs fonctions et ouvrir le pays et s'orienter dans la direction que tout le monde emprunte aujourd'hui. C'est le 21e siècle. Nous allons vers la construction d'un seul village. D'autres même exagèrent pour dire que sous peu de temps, on aura un gouvernement mondial. Donc, le gouvernement mondial, théoriquement, aujourd'hui, c'est les Nations Unies. Et il faut aller alors, les consignes sont données, qu'est-ce que tu dois faire pour faire classer pays en voie de développement ou pays développé ou pays sous-développé. Mais quand vous voulez aller en avant, mais vous faites la lecture des documents et vous venez, vous vous comportez par rapport à la lecture du choix que vous avez fait. Mais je crois que les pays comme le Congo, le Cameroun, tant d'autres, Robert Mugabe, le Zimbabwe, Guinée équatoriale, ces leaders pensent que leur pays est une propriété, soit pour eux ou leur famille, ou leur ethnie, où ils sont mieux que les autres. Il faut qu'on dépasse. Un rappel,
Malawi, la femme présidente, qui est Malawi, a refusé de recevoir la réunion de l'Union africaine à cause de celui qui est incriminé au Soudan. Alors voilà, ça c'est un nouveau départ. Ça c'est un nouveau départ. Je crois qu'il faut l'encourager. Et je me dis, si vous parlez aux Congolais, dites-les de 31 femmes à la tête de leur État. Et je crois que la femme tient sérieusement à la sécurité intérieure de leur pays. Et donc, comme elle tient à la sécurité physique de son corps, elle tiendra sérieusement la sécurité intérieure du Congo et de ces pays-là, comme la femme de Malawi et la femme de Libéria sont en train de démontrer, et que les vieilles notions que tel ethnie ou tel parti ou tel homme ne peut pas diriger le pays sont révolues. Nous sommes au XXIe siècle, nous avons les mêmes chances. Laissez les gens jouer leur chance. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez donc Nima Chérif François, politologue guinéen, basé ici à Washington. Vous parlez effectivement de madame Joyce Banda. Joyce Banda qui séjourne d'ailleurs à Washington, où elle a rencontré l'importante communauté malawite ici, dans la région métropolitaine, surtout ici dans la capitale fédérale, où il est 15h34, en heure locale, 19h34, en temps universel coordonné. Mesdames et messieurs, donc nous allons, pour le bonheur de nos auditeurs et auditrices, essayer d'écouter une grande de la musique congolaise en attendant de joindre nos amis du côté du Congo, car la ligne entre Washington et le Congo ne passe pas très bien. Mais pour votre plaisir d'écoute, nous allons vous proposer une note musicale signée de Milia Bell. Milia Bell de la famille des Belles du Congo. Elle sera un jour l'invité de Radio Guinée USA. Inch'Allah. Et c'était au moment où la belle Afrique était paisible, des années 90 80 jusqu'en 1990. L'Afrique bougeait, il y avait les coups d'État, mais il n'y avait pas l'insécurité comme nous le connaissons aujourd'hui. L'insécurité a traversé les frontières entre les pays d'Afrique et s'est installée dans le cœur des populations, les décimants. Capitale mondiale, le Congo est donc ironiquement appelé capitale mondiale du viol, car beaucoup de viols ont été commis en Ituri là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce grand pays, le Milia Bell, ancienne épouse de Rochero, au temps où l'Afrique bougeait, au temps du maréchal Mobutu Sese Seko Wazabanga, Joseph Désiré du Zaïre, l'Afrique connaissait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, depuis la conférence de la Baule en 90, vous le savez, mesdames et messieurs, eh oui, l'Afrique a changé de fusil d'épaule. L'instauration de la démocratie fait beaucoup de victimes, plus qu'elle n'arrange. Mais que voulez-vous? Vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser des œufs. Miss Guinée, you
Miss Guinée, Amérique du Nord, vient d'appeler dans ce studio. Elle sera à l'antenne dans un instant. Mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre cette émission avec notre politologue, le politologue guinéen, Nima Chérif François. Grand politologue, analyste des grands sujets de l'actualité panafricaine. Voilà. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. On revient dans le débat avec le sujet principal, l'insécurité et les causes de cette insécurité sur le continent. Étude de cas, la RDC et notre beau pays, la Guinée. Alors, Nima Chérif François, nous allons essayer de dire un dernier mot sur le grand pays, ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Population, plus de 70 millions d'habitants, ce n'est pas petit. Et vous savez, c'est le troisième pays, le plus grand troisième pays d'Afrique de par sa largeur. Après donc le Soudan, la Libye, c'est la RDC. Vous voyez donc ce grand pays, c'est un pays très immense, très immensément riche, béni par la nature, mais où les choses vont de mal en pis. Alors, Chérif Nima François, pour cadrer ce sujet avant d'entamer la Guinée, quel élément, quelle autre analyse allez-vous faire sur ce pays? Car, comme je vous le disais tantôt, c'est un grand marigot et ce pays peine à vraiment se développer car l'insécurité est monnaie courante. Au moment où je vous parle, il y a la guerre à l'est du Congo et le général Bosco Ntaganda qui vit dans la grande forêt là-bas, hein, dans les grands lacs, refuse de se rendre et l'armée régulière n'arrive pas à mettre main sur lui. Ce qui avait poussé notre analyste Chantal Faïda la fois passée de nous dire mais est-ce que la RDC serait en train de négocier sa sécurité avec le général Bosco Ntaganda? Alors vous comprenez, toute l'émotion est là, l'insécurité aussi. Alors ce pays, Chérif Nima François, quel avenir décryptez-vous pour la République démocratique du Congo? Attention, on me signale qu'on a un petit problème technique avec Chérif Nima François. Voilà, ça y est. Votre ligne est ouverte. Alors, si vous me recevez, Nima Chérif François, quel avenir préconisez-vous? Pensez-vous que je pose la question autrement, pensez-vous que la RDC pourrait s'en sortir un jour et devenir un pays modèle en matière de développement et de paix et de sécurité en Afrique? Oui, Georges, je dis oui. Je suis très optimiste pour le pays. Et vous savez, une fois, je suivais un champ au Congo où il y avait des violations graves des droits de l'homme. Et il y a des jeunes qui disaient que la cause de l'insécurité dans leur région, dans leur pays, c'est parce que Dieu les a donné beaucoup de ressources naturelles que les Blancs veulent, les Blancs envient. Et donc, ils divisent le pays, ils font armer les milices et autres. Bon, c'est pitoyable que Dieu vous donne tout et vous encore vous accusez tout pour qu'on vous a tout donné. C'est regrettable. Moi, je vais dire aux Congolais que les ressources naturelles qu'ils disposent, que Dieu les a données, pour se développer, pour utiliser. Le Blanc a donné la science et la technologie qu'ils peuvent utiliser pour faire leur pays un pays modèle. Que tout le monde pouvait aller séjourner. Ils ont tellement de sites touristiques, mais à cause de la guerre, ils ne peuvent pas exploiter et c'est des millions qui sont en train de perdre parce que les gens veulent aller aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'ils comprennent qu'en Afrique aujourd'hui, les gens préfèrent aller au Ghana, en Afrique du Sud. Avant, l'Égypte qui maintenant, à cause de l'insécurité, ne vont plus là-bas. Mais aujourd'hui, les pots d'attraction en Afrique pour les touristes, c'est le Ghana et l'Afrique du Sud. Le Congo pourrait être le nouvel Ghana, le nouveau Ghana en Afrique centrale là-bas. Et même moi, je suis prêt à aller visiter. Donc, la question vous êtes optimiste pour le Congo. Et est-ce que vous pouvez nous donner, comme le disent les Américains, un time frame, quelle fourchette de temps dans 2 ans, 3 ans, espérez-vous que le Congo pourra vraiment s'en sortir de ce carcan d'insécurité qui l'assaille? Je voudrais d'ores et déjà vous signaler la présence d'un autre grand panéliste sur nos antennes, M. Gilles Fangamo, qui nous suit attentivement et qui est prêt à intervenir.
Miss Guinée, Amérique du Nord, mademoiselle Bintou Foufana aussi est attendue dans cette émission. Elle vient d'appeler le studio. La technique est en train de mettre la dernière main à l'épreuve pour donc rejoindre Miss Guinée. Et l'information capitale, mesdames et messieurs, c'est l'arrivée à Washington de Awa Sanogo. Awa Sanogo, c'est une grande dame, une grande chanteuse de l'ensemble Koteba d'Abidjan, pour ceux qui ont connu ce groupe émérite qui a fait feu et fureur dans les années 90. Awa Sanogo évolue aujourd'hui en solo. Elle vit à New York City. Elle vient de débarquer à Union Station à l'instant T même, où elle est en train de remplir les formalités pour retrouver l'hôtel. Et ce soir, Madame Awa Sanogo va jouer à Loft Megafist. Ah, pour ceux qui habitent à DC connaissent ce lieu, ça s'appelle DC Jazz Loft Megafist, 6 à 629 New York Avenue dans le nord-ouest. Ah, elle va donc jouer en compagnie de Mark Carey et l'événement de ce soir en vaut la chandelle car c'est un grand show, donc subdivisé en deux parties. La première partie commencera à 10h, donc 10h temps local ici, 10h de la nuit, 22h donc, et la deuxième partie commence à minuit. Mesdames et messieurs, donc vous êtes priés de vous diriger dans ce grand coin pour soutenir notre sœur, cette grande panafricaine, Awa Sanogo. Alors, monsieur Chérif Niman François, oui, allez-y, vous le disiez tantôt, bon, avant que je ne passe à Jules Fangamou, je voudrais que vous me disiez aussi que, vous savez, l'insécurité n'est pas seulement l'absence de nourriture, vous l'avez dit, l'insécurité, elle est alimentaire, elle est physique, elle est aérienne aussi, car le continent a connu le week-end, la semaine écoulée, deux catastrophes aériennes majeures au Nigeria, où il y a eu plus de 150 morts. Et bien avant le Nigeria, c'était le Ghana, votre pays modèle. Le Ghana a connu une catastrophe aérienne qui a fait aussi 10 morts. Donc, bilan combiné, près de 161 morts, car les recherches se poursuivent et nous ne saurons pas dès maintenant que un bilan exhaustif. Alors, quand on parle de l'insécurité, on a évoqué l'insécurité physique liée à des agressions sur les populations après la mauvaise organisation des élections, l'insécurité alimentaire qui est l'absence de la nourriture, la mauvaise répartition des ressources, l'engrais et tout ce qui sont les insecticides, tout ce que vous connaissez lié à l'agriculture, la mauvaise planification de l'agriculture, il faut le dire ainsi. Mais l'insécurité aussi, c'est dans le ciel, Chérif Niman François, n'est-ce pas? Oui, mais je voulais juste corriger avant de conclure sur le sujet. L'avion qui a fait ce n'est pas une compagnie canadienne, c'était une compagnie nigériane aussi qui était affrétée, qui était sur le territoire. Donc, le Ghana, jusqu'à présent, considéré comme pôle d'attraction en Afrique. Oui. Et pour revenir au Congo, je voulais dire lancer cet appel aux Congolais que la ressource naturelle ne doit pas être un outil de désespoir, plutôt une source de développement. Mais ce qui est l'outil de désespoir, c'est le comportement des leaders de ces pays et la mauvaise orientation et l'illusion qui se font attirer par leur clan au pouvoir pour des années indéfinies, pour un nombre indéfini d'années. Et le non-respect des droits des minorités et le respect, naturellement, des droits de l'homme et tout ce que vous savez, la bonne gouvernance a fait à les exigences que les Congolais doivent suivre. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Je crois qu'après Joseph Kabila, la diaspora congolaise, c'est un appel que je lance à la diaspora congolaise. La diaspora congolaise doit s'impliquer dans la gestion interne de leur pays. On ne doit pas oublier nos origines. Nous avons des oncles, des cousins, que nous avons laissés au pays. Les Congolais doivent aller aider leur pays à trouver des bons leaders qui respectent le droit de l'homme et qui respectent la liberté et qui doivent s'orienter pour l'essor économique et aider leurs dirigeants qui généralement ne savent pas quel chemin emprunter et pensent que la faute c'est le blanc, tout le temps passe à accuser le blanc. Le blanc fabrique les armes, comme le blanc fabrique le riz, les chemises que nous achetons. Le marché des armes est connu, tout le monde. Le marché des habits, des chaussures, des ballons, des télévisions sont connus. Tout le monde va là-bas acheter.
Mais savoir quand tu achètes, qu'est-ce que tu en fais de ça. Donc, il ne faut pas, dites-les, il faut qu'ils comprennent que le marché est ouvert à tout le monde. Mais pour que les autres ne payent pas pour tuer les autres, non, l'arme doit servir les forces de police et de défense, de la gendarmerie pour sécuriser et pour le fait intérieur contre ceux qui veulent violer ces droits-là. Donc, vraiment, la diaspora congolaise est attendue au Congo. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous écoutiez le politologue guinéo-américain, Chérif Nima François, qui est basé ici à Washington, la capitale fédérale des États-Unis. Washington, où il est 15h48 en heure locale, 20h, 19h plutôt 48 à Gogota. Mesdames et messieurs, notre débat se poursuit et le thème principal, c'est coup de projecteur sur l'insécurité sur le continent. Mon invité, second invité, c'est M. Jules Fangamou, analyste, panéliste à Radio Guinée. M. Jules Fangamou, bienvenue à Radio Guinée USA. Quand on parle de l'insécurité sur le continent, qu'avez-vous à dire? Bonsoir, M. Georges. Bonsoir à tout le monde. Si on parle de l'insécurité dans un pays, normalement, nous parlons seulement parce que on peut dire qu'il y a la guerre entre le peuple ou bien il y a beaucoup de choses qui signifient qu'il y a de l'insécurité dans un pays. Je peux donner aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas de sécurité aujourd'hui. Et nous parlons du Congo. Congo, c'est pas le continent. Oui. Le Congo, c'est juste un cas d'étude. Mais la Guinée aussi, le Libéria, la Côte d'Ivoire, partout, hein, monsieur Fangamou. Oui, partout. Ouais. Donc, le Congo, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois qu'on parle de l'insécurité au Congo. Depuis autant de Mobutu et autant de je sais pas le gars, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Et c'est celui que Mobutu l'a trahi et il est devenu président. Donc, Patrick Lumumba, c'était un homme qui devait donner la paix, la sécurité aux Congolais. Donc, depuis de nos jours, jusqu'à présent, le Congo, il y a toujours de l'insécurité dans ce pays. Nous parlons du diamant, nous parlons de la recherche, mais tous les défauts, ça vient du président. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, le Congo n'a jamais eu un bon président qui a bien dirigé. Et si vous vous rappelez, on acquis toujours les Blancs, mais si, par exemple, les Blancs ne vont pas venir chez nous et nous dire, OK, tirons-nous. Est-ce que vous avez vu un Blanc tirer chez un Africain en Afrique? Il n'y en a pas. C'est nous les Blancs, c'est nous les Noirs qui se trompent. C'est nous les Noirs qui ne s'aiment pas. Donc, c'est pour cela, l'autre fois, vous aviez interviewé le gars du Congo et le professeur économiste. Il avait demandé une négociation entre les Africains. Oui, un point marquant. J'ai dit non, ça sera impossible. Parce que nous voyons aujourd'hui les pays africains qui se battent entre nous. Et on se bat entre nous, on n'arrive pas à se comprendre. Et le Congo, toujours, nous sommes riches, il faut qu'on s'unisse pour qu'on puisse construire notre continent. Donc, si aujourd'hui notre continent, il y a combien d'années, combien de siècles, nous avons, après les Blancs, la colonisation, jusqu'à présent, l'Afrique ne s'est pas attendue et s'est développée. Donc, comment on peut... Moi, oui, merci de votre exposé. Restez en ligne, restez avec nous. Je vous ramène sur le cas spécifique de la Guinée. Cette semaine qui s'est écoulée, Mamou a été... la ville Carrefour, la belle ville Carrefour de Mamou a été secouée par des émeutes suite à l'assassinat d'un jeune taximène par un militaire. Alors, quand on parle de l'insécurité, pensez-vous que le fait qu'un chauffeur ait refusé de présenter les papiers à un poste frontalier ou à un barrage pourrait inciter un militaire ou un policier ou un gendarme à tirer sur lui parce que tout simplement le monsieur refuse de présenter ses papiers. Alors pour revenir au cas spécifique de Mamou, quelle réaction avez-vous face à l'incident qui a secoué la ville de Mamou la semaine écoulée, monsieur Gilles Fangamou? Ouais, monsieur Georges, je vais vous dire aujourd'hui, le cas de la Guinée, c'est très critique. On ne peut rien dire. Depuis que le général Lassana Conté a pris le pouvoir, et jusqu'à présent, la Guinée ne s'est pas retrouvée. Et le président qu'on comptait comme un président démocratiquement élu, il est venu jusqu'à présent parler de la sécurité en Guinée. Et en Guinée aujourd'hui, il y a un problème de racisme qui compte surtout et la pauvreté.
la pauvreté la pauvreté pousse les gens à être violents dans un pays. Si l'homme a faim, vous avez toujours dit que si l'homme a faim, il n'est pas libre. Des fois, les policiers, les gendarmes, ils profitent pour gagner leur nourriture dans les barrages. C'est ça qu'ils profitent parce qu'ils sont mal payés. Et aujourd'hui, moi, je veux pas quand même dire que c'est la faute au peuple guinéen, parce que c'est la faute au gouvernement. J'accueille toujours, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, je prends toujours l'exemple aux États-Unis, malgré on ne peut pas comparer la Guinée aux États-Unis, mais il faut quand même se comparer pour réussir. Et aujourd'hui, aux États-Unis, parce que les enfants qui sont là, ils sont violents parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et alors qu'ils ont tout ici. Si l'Afrique, on avait tout. Aujourd'hui, les Africains allaient bien travailler. C'est ça qu'ils jouent en Guinée, et je vois en Guinée. Parce que les gendarmes n'ont pas de travail, n'ont rien à faire. Personne n'a. Peut-être il a demandé, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être il lui a demandé de montrer ses papiers, il a refusé, ou bien l'argent, et tu vois, la Guinée, il y a toujours des magouilles. Il peut toujours aller se défendre en disant que c'est les papiers qu'il avait demandé et il a tiré sur lui. Et non, on peut voir parce qu'il a demandé l'argent, l'autre a refusé. Donc, je ne peux pas dire rien sur ça, et je peux dire toujours la Guinée restera toujours comme ça. Si on n'a pas un bon président qui doit gouverner la Guinée et mettre la sécurité dans notre territoire guinéen. Monsieur Jules Fangamo, avant de vous laisser, selon vous, qui faut-il accuser aujourd'hui en Guinée pour l'insécurité? Est-ce que le président de la République? Est-ce que les forces armées? Est-ce que les forces paramilitaires qui sont la police et la gendarmerie? Ou bien, tout simplement, personne n'est coupable de ce qui se passe, n'est responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée en matière d'insécurité. Quand vous, en tant que Jules, aujourd'hui, vous débarquez à l'aéroport de Conakry, vous êtes obligé d'aller vous chercher un garde du corps pour vous accompagner partout, dans tous les mouvements, durant votre séjour. Sinon, vous serez victime d'attentats. On se rappelle qu'un Guinéen qui vivait au Canada, qui vit d'ailleurs au Canada, qui a été nommé conseiller à un département ministériel. Ce Guinéen, il était parti à Conakry et les bandits lui ont rendu visite la nuit. Il a été tapé, ligoté et dépouillé de tous ses biens. Alors, des cas comme ça, est-ce que vous pensez que c'est l'armée qu'il faut accuser, c'est le président de la République qu'il faut accuser, c'est la police qu'il faut accuser, ou tout simplement ce sont les populations qu'il faut accuser, M. Jules Fangamo? Pour moi, c'est le gouvernement. Parce que dans un pays, c'est le gouvernement qui dirige. Si dans un pays, le gouvernement impose des lois contre le banditisme en Guinée, les militaires doivent travailler. Je prends l'exemple. Par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense, qu'est-ce qu'il fait par jour? Chaque jour, le ministre descend dans la rue pour voir qu'est-ce que les militaires font, qu'est-ce que les policiers font. Parce qu'aujourd'hui, sans la sécurité dans un pays, un pays qui doit se développer, parce qu'on voit, s'il n'y a pas de sécurité dans un pays, les bailleurs de fonds doivent toujours refuser pour rentrer en Guinée. Donc, ils ont vu, les Ivoiriens, ils ont vu sur eux, ils ont vu quand même, il faut la sécurité pour que le pays se développe. Donc, je vois, ils ont pris les militaires, les policiers, les gendarmes pour surveiller la ville. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout le monde, je vous donne l'exemple aujourd'hui, la banque africaine, ils ont tout fait pour que la banque se retourne en Côte d'Ivoire, parce qu'à cause de quoi? Parce qu'il y a la sécurité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais la Guinée aujourd'hui... Oui, je vous rappelle, elle avait déménagé à Tunis pour des raisons de sécurité. De sécurité. Si vous voyez aujourd'hui, ils ont pu accepter pour qu'ils se retournent aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la sécurité. Aujourd'hui en Guinée, quelles sont les banques là qui peuvent se retourner en Guinée? Parce que le gouvernement ne prend pas ses propositions pour sécuriser le peuple guinéen. Donc, j'acquis seulement le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays, c'est le gouvernement qui surtout en Afrique, c'est le gouvernement qui s'occupe des militaires, c'est le gouvernement qui paye les militaires. Donc ici, il n'arrive pas à donner, il n'arrive pas à sanctionner les militaires, il n'arrive pas à les satisfaire. Comment on peut sécuriser le peuple? Un personne comme les autres personnes ne peuvent pas aller se sacrifier pour sécuriser et aujourd'hui, demain, et s'ils arrivent à attraper un bandit, on envoie en prison, demain on le voit dans la rue.
Ça, c'est quel pays, ça? Donc, j'accuse au gouvernement guinéen. Très bien. Merci, M. Gilles Fangamou. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. Et encore une fois, pour votre plaisir, on va prendre une petite pause, le temps de faire un clin d'œil à nos amis et promoteurs. Imaginez un monde sans barrières. Imaginez un monde sans obstacles. Imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire Tmark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Moi, je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec Tmark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Vous pouvez aussi faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. Tmark. Tmark, le marché au bout de vos doigts. Oui, c'était un clin d'œil à nos amis promoteurs et le temps pour moi, mesdames et messieurs, mais s'il y a du côté de la technique qu'il y a un grand homme politique qui vient de faire son entrée, c'est donc notre compatriote de New York, Alpha Isiaga Diallo. Alpha Isiaga Diallo, mesdames et messieurs, je vous le rappelle encore, est un panéliste très bouillant, membre du bureau exécutif de l'UFDG, le parti de El Hadj Seloudalé Diallo, principal challenger du pouvoir de Conakry. Alors, Monsieur Diallo, bienvenue sur nos antennes et je vous rappelle l'événement majeur ici à Washington, c'est le grand concert live que va donc donner Awa Sanogo. Madame Awa Sanogo, elle est artiste africaine de l'ensemble Koteba d'Abidjan. Vous vous rappelez les trois go d'Abidjan. Donc, Madame Awa Sanogo vient d'arriver à Washington où elle va se produire ce soir à DC Jazz Loft Megafist. C'est un grand coin pour ceux qui habitent à Washington. C'est assis sur la principale avenue qui est appelée New York Avenue, 629 New York Avenue. Elle va donc jouer en compagnie de Mark Carey. Alors pour revenir à notre débat, Monsieur Alpha Isiaga Diallo, c'est coup de projecteur sur l'insécurité sur le continent. Étude de cas, la République démocratique du Congo, la Guinée, notre pays. Alors, la semaine qui finit a été secouée à Mamou, la ville Carrefour. Alors, des incidents ont éclaté suite à, disons, à la tuerie qu'a commise
sur un chauffeur de taxi et un militaire. Alors, M. Alpha Issaga Diallo, cela relance le débat sur l'insécurité sur l'ensemble du territoire guinéen. À votre avis, qui faut-il accuser ici quand on parle de l'insécurité sur l'ensemble du territoire guinéen? Faut-il accuser les populations, l'armée, la police ou le chef de l'État, M. Alpha Issaga Diallo? Allô, M. Alpha Issaga Diallo, si vous portez votre casque, vous avez l'antenne. Est-ce que vous me recevez? Bonsoir, M. Sagnon. Bonsoir. Voilà, bonsoir, chers compatriotes, mon cher frère. Alors, le débat qui anime ici, que nous animons ce soir, c'est donc l'insécurité, coup de projecteur sur l'insécurité sur le continent, étude de cas la Guinée et la RDC. Alors, pour revenir au cas guinéen, la semaine qui finit a été marquée par des incidents à Mamou où un chauffeur de taxi a été abattu par un militaire. Alors, quand on parle de l'insécurité, qu'avez-vous à dire sur l'ensemble du territoire guinéen, M. Alpha Issaga Diallo? Ok, bonsoir M. Sagnon, bonsoir à tous nos auditeurs et à tous les panélistes de la grande radio. Moi, je crois que M. Sagnon, pour revenir à votre question, je crois que d'abord, sachez que la Guinée est classée deuxième pays le plus dangereux dans le monde entier après Bagdad, sur l'insécurité. La Guinée, Conakry est citée comme la ville la plus dangereuse, après Bagdad est citée comme la deuxième ville la plus dangereuse dans le monde. Pourquoi pas la Guinée? La Guinée, après Bagdad, c'est la Guinée. Je crois que ici, le gouvernement guinéen n'a rien fait sur le cas de l'insécurité. L'insécurité, elle est là, elle existe. Je crois que le Guinéen on devrait se passer de l'insécurité à l'heure là pour chercher à trouver des solutions sur d'autres problèmes. Mais je crois que l'essentiel que nous vivons en Guinée, c'est l'insécurité totale, c'est l'abattement des populations. Les populations guinéennes sont abandonnées à elles-mêmes. Je crois que le nouveau régime guinéen est en train de vaguer sur ses propres problèmes. Ils ne veulent pas, en tout cas, prendre le sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme. C'est ce que nous disions depuis le départ. Si le président n'a pas un programme, je crois qu'ici, c'est la débâclade. Ici, c'est la loi du plus fort qui est en Guinée. Là, il n'y a pas une justice, M. Sagnon. C'est là le problème. L'injustice est là. La corruption, elle est totale. Je crois que même le chef de l'État est là à l'heure là. On ne peut rien nous dire sur le camp du gouvernement, car même le président est accusé pour des détournements de fonds. Je crois que ici, le moment est là. Il faut que les Guinéens se lèvent. Sans oublier que les femmes guinéennes étaient à Washington lundi passé. J'étais là-bas, M. Sagnon. Il fallait voir. Plus de 500 femmes étaient rassemblées ici pour dénoncer l'insécurité qui existe en Guinée, comme les gens de Mamou ont fait. Tout le monde s'est levé à Mamou. Ni Soussou, Malinké, Kissi et Guérzé. Il n'y a pas eu, en tout cas, un problème d'ethnie le jour où ils ont tué le chauffeur de taxi. En tout cas, c'est tout le peuple de Guinée s'est levé à Mamou pour dénoncer, pour dire non à l'insécurité, pour dire non à l'injustice. La justice guinéenne n'est pas là, comme vous voyez. Moi, je crois que le mot me manque, mais en tout cas, la Guinée, nous avons fait 20 pas en arrière, 20 ans en arrière que depuis l'indépendance, M. Sagnon. Depuis 2 ans que le gouvernement de professeur est là en train de vaguer sur ses propres problèmes, M. Sagnon. Propos tenus et soutenus par notre compatriote Alpha Issaga Diallo qui nous répond depuis New York. Monsieur Diallo, je voudrais rester avec vous. Vous le savez, l'insécurité elle est permanente. Si vous et moi nous débarquons aujourd'hui à l'aéroport de Conakry et nous serons tenus de nous trouver des gardes du corps, des policiers ou un militaire ou un gendarme qui vont nous escorter durant notre séjour. Je le disais en début d'émission que des fonctionnaires internationaux guinéens qui vivent en Amérique ou au Canada, une fois au pays, s'ils ne cherchent pas la sécurité, ils seront poursuivis et ils sont souvent agressés. On se rappelle de l'agression dans les années passées du grand boxeur guinéen Béa Diallo. Béa Diallo, qui, tout le monde se rappelle, est un jeune Guinéen très bouillant qui vivait en Belgique et qui a remporté le championnat à Conakry même. Alors Béa Diallo arrive à Conakry, il a été donc victime d'agression dans sa villa de Kipé. Un fonctionnaire international guinéen, M. Loua André, était de séjour à Conakry où il a été tabassé, ligoté devant ses enfants et sa femme et il a été dépouillé de tous ses biens. Alors aujourd'hui, qui faut-il accuser, M. Diallo, quand on parle de sécurité? Est-ce la population, l'armée, la police ou la gendarmerie?
Et dites-moi, quels sont les facteurs aggravants de l'insécurité aujourd'hui qui sévit sur l'ensemble du continent africain, plus particulièrement sur l'ensemble du territoire guinéen? Est-ce que la mauvaise gestion des ressources humaines que sont ici les personnes, ou non la mauvaise répartition des retombées issues de des richesses naturelles du sol et du sous-sol, ou non, c'est une démission totale du gouvernement qui aggrave l'insécurité ici, M. Alpha Issa Diallo. Je voudrais vous rappeler que vous êtes très suivi en ce moment même, et le politologue guinéen est aussi en ligne, M. Chérif Nima François et M. Gilles Fangamou. Nos amis du Congo aussi sont attendus dans cette émission. Alors, M. Chérif, M. Alpha Issa Diallo, vous avez l'antenne pour vos commentaires. Ok, merci M. Sagno. Tous ces facteurs dont vous avez cités ici, moi je crois que ici, on ne peut ni dire la police, ni la gendarmerie, ni la population guinéenne. Je crois que le gouvernement en place devrait prendre des mesures vraiment adéquates pour pour traquer les bandits de grand chemin, en tout cas pour empêcher ce qui se passe en Guinée. Je crois que ici, la police, elle est livrée à elle-même. Si un policier demande 2000 francs guinéens, cela veut dire qu'il est très mal payé. Sinon, un policier ne peut pas abattre un chauffeur à cause de 2000 francs. Je crois que la pauvreté est là. Tout dépend du gouvernement en place. Il n'y a pas eu des mesures qui accompagnent, en tout cas, la réalité sur le terrain. Il faut qu'il y ait du sérieux sur ce que nous faisons. La Guinée est abandonnée à elle-même. Le gouvernement en place, vraiment, depuis 2 ans, ils n'ont en tout cas rien prouvé qu'ils sont capables. Je crois que ici, la capacité de ce gouvernement, c'est de voler l'argent, c'est de braquer l'argent de ressources du sol et du sous-sol guinéen pour les mettre dans des banques étrangères. Je crois que c'est ce qui dénote tout ça là. En tout cas, si toutefois il n'y a pas eu d'effort, la Guinée sombrera un jour. Nous ne le souhaitons pas. Il n'y a pas de sérieux. Le gouvernement en place ne fait pas de sérieux. Mais il ne faut pas qu'on s'accuse. Quelqu'un qui n'a même pas géré une famille, quelqu'un qui ne pourra pas gérer une république. Je crois que la Guinée, vraiment, malheureusement, nous sombrons dans des violences pareilles, comme si on est dans un pays de cow-boys. Je crois que là, il faut dire Alpha Condé avec son gouvernement. Il faut en tout cas que des restrictions soient faites partout au niveau du gouvernement, pas seulement du gouvernement, de la police, de l'armée, car même le choix des hommes aussi, ça fait défaut. Le policier guinéen, les militaires guinéens, c'est quand quelqu'un est abandonné, si c'est un voyou, on le met, on dira, on va le mettre à la police ou bien à la gendarmerie. On n'a jamais mis des hommes sérieux là où il fallait. Je crois que là, le choix des hommes est là, mais le gouvernement endosse les 99% de fautes, monsieur Sagnon. Voilà, vous avez coupé l'herbe sous le pied de votre animateur, mais ce qui est très bien, ça veut dire que mon analyste est très branché et disons la règle à Radio Guinée USA, c'est que nous proposons des solutions. Vous avez déjà commencé, on recrute très mal, le recrutement des militaires ou de la police, des agents de la police est très mal fait. Quand un père de famille a échoué dans l'éducation de son fils, il le jette à la police ou à la gendarmerie ou à l'armée. Et il en est de même pour les petits bandits de quartier qu'on ramasse pour mettre dans l'armée. Donc l'armée en Guinée est devenue en quelque sorte un foutoir, vous l'avez dit. Il faut une restructuration. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, aimait dire un grand homme panafricain. Alors, est-ce qu'au-delà du recrutement, M. Alpha Issa Diallo, vous avez d'autres solutions à proposer? Parce que je le disais tantôt, vous avez touché à beaucoup de points, des points positifs d'ailleurs, car vous avez évoqué ici la mal-répartition des ressources et des richesses issues des ressources du sol et du sous-sol. Quand vous prenez la Guinée, notre pays, un pays immensément riche, un pays béni, c'est qualifié par les historiens et géographes de château d'eau de l'Ouest Afrique. Aujourd'hui, parce que la plupart des rivières qui arrosent, les fleuves qui arrosent les pays comme la Gambie, le Sénégal, le Niger et le Nigeria prennent leur source en Guinée. Alors, mais ce pays où tout pousse, le café, le cacao, la pomme de terre, tout et tout, un pays riche en somme, mais où les gens vivent très mal. Vous l'avez dit, est-ce que la mauvaise organisation aussi
de tous ces secteurs agro-industriels seraient aussi des facteurs aggravants de l'insécurité. Vous n'étiez pas là, le politologue guinéen qui est encore à l'antenne et qui nous suit, Chérif Niman François, avait parlé aussi de l'insécurité alimentaire, car, aimé à le dire au fait Boigny, premier président ivoirien, un sac vide ne se tient pas debout. Alors, est-ce que vous pensez que la mauvaise organisation de l'agro-industrie est aussi un facteur aggravant, M. Diallo, de l'insécurité en Guinée? Moi, je crois que, M. Sagno, je crois que nous partons beaucoup loin. Le problème de la Guinée, on ne peut pas régler le problème de l'agriculture, de l'élevage, de la sécurité et de tout ce que vous connaissez s'il n'y a pas la volonté gouvernementale. Moi, je crois que ici, c'est le gouvernement en place qui est responsable de tout ça. S'il y avait des mesures d'accompagnement, s'il y avait du sérieux sur ce qu'il faisait, on ne pouvait pas vraiment aujourd'hui parler de l'insécurité ou en tout cas de l'insécurité alimentaire. Moi, je crois que la Guinée, c'est un pays, comme je pense moi, si tout ce que tu mets sur la terre, ça pousse, et dans 3 mois, il y a quelque chose à manger, je crois que si vous calculez, on n'a même pas la raison de rester aux États-Unis ici pour réussir. On pouvait rester au pays pour réussir. Mais malheureusement, l'insécurité, l'injustice qui est là, c'est ce qui est là, c'est le mot en question. Il faut soigner ce mot-là. Beaucoup de gens disent que moi, je ne sais pas faire la politique, mais si en tout cas, il y a le problème politique n'est pas réglé, rien ne pourra se régler dans un pays. Je crois que je vous ai dit qu'il y a une société canadienne qui a classé la Guinée comme étant le deuxième pays le mieux exposé, c'est-à-dire l'insécurité là, comme Bagdad. Je crois que c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que ça dénote que la Guinée n'est pas gouvernée. Les gouvernants à l'heure là n'ont pas voulu prendre le sérieux. Je crois que le peuple de Guinée doit prendre sa main, vraiment ça, les dessiner dans ses propres mains. Il ne faut pas qu'on laisse dire que ça c'est le gouvernement, c'est cela. Je crois que le Guinéen pourra vraiment se défendre lui-même, car c'est le moment. Il n'y a pas de sérieux sur ce qu'a fait le professeur Alpha Condé depuis qu'il est là, M. Sagno. Je crois qu'on ne faut pas qu'on dise c'est parce que les gens en ont faim, c'est cela. Il y a une volonté gouvernementale. Je crois que c'est des petits problèmes en République de Guinée. Manger, je crois que vous connaissez la Guéguédou. Si tu donnais 5 francs guinéens, combien de bananes tu pouvais avoir, ou en tout cas le riz, tout est là, c'est abondant. C'est abondant, mais il n'y a pas une volonté gouvernementale. Malheureusement, c'est le problème du gouvernement, c'est le problème politique, c'est le pivot de tout développement, M. Sagno. Je vous remercie. Il est 20h à Poredaka, en Guinée, 20h Poredaka, où nous saluons l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. Merci, M. Alpha Issaga Diallo. Gardez votre confort d'écoute. Et au-delà de Poredaka, nous saluons l'ensemble des auditeurs éparpillés en Guinée, notamment à Suluta et à Gogota, sans oublier Karana et Yukunkon. Monsieur Chérif Niman François, vous avez suivi votre compatriote Chérif Alpha Issaga Diallo, qui a cassé le pot de rose, car selon lui, le problème, quand la politique va, tout va, et il a dépeint la situation guinéenne dans laquelle nous vivons, vous et moi, une fois au pays, il faut vous faire escorter par un gendarme ou un policier durant votre séjour, sinon vous aurez des problèmes ou vous recevrez la visite des indésirables. Alors, quand les incidents de Mamo, M. Chérif Niman François, vous rappellent quoi en matière de sécurité en Guinée? Car je vous le disais tantôt, un chauffeur de taxi a été abattu à bout portant la semaine qui finit à Mamo, la ville Carrefour. Oui, mais c'est un incident très regrettable. Et vous savez, on est dans la même logique. Quand un peuple se sent en insécurité ou abandonné par ses dirigeants, et il se rend justice. Et c'est ce qui s'est passé à Mamou. Des militaires, je parlais des causes lointaines de l'insécurité sur le continent. Et pour le cas particulier de la Guinée, vous savez, quand, je crois que c'est Alpha Issaga, quand quelqu'un échouait au brevet ou dans l'école d'entrée, il était voleur dans le quartier. Et là où on devrait le déposer, c'était au sein de le faire recruter parmi les forces de sécurité et de défense.
Et voilà les conséquences aujourd'hui que nous consommons. Vous prenez un bandit du quartier, vous le traînez encore à être plus fort, vous lui donnez une arme, sans connaître d'où il est venu, alors il a l'arme, il a l'uniforme, donc il représente l'autorité, il a le pouvoir judiciaire dans ses mains, il se promène avec, il se permet d'arrêter n'importe qui, et tirer sur n'importe qui, vous allez comprendre. Et la Guinée, pour passer le pays, l'avant-dernier pays des pays les moins sécurisés dans le monde, il y a une raison. Ça, c'est les causes lointaines. Aujourd'hui, le policier ou le gendarme qui a tiré sur le pauvre qui n'a pas pu obéir peut-être à ses signes, qui ne devrait même pas obéir, puisque si lui-même se voit en insécurité avec les agents de la sécurité, et c'est le cas qui est présent en Guinée, personne n'est plus sûr d'être protégé par un militaire, par un homme en uniforme. C'est ça le problème. Donc, il y a le gap de confiance, un creuset de confiance entre ceux qui doivent protéger la population et la population elle-même. Donc, les gens, généralement la nuit, quand un policier t'arrête, ou un gendarme met le barrage, c'est que les gens font. Au lieu d'aller trouver le barrage, ils préfèrent éviter le barrage, puisque les barrages des hommes en uniforme sont devenus vraiment des contre-lois. C'est eux-mêmes, quand tu vas à travers le barrage, tu laisses ta carte, tu laisses de l'argent. C'est pendant que ça devait être le contraire. Tout le monde devait se sentir à l'aise en allant vers les policiers et les gendarmes, partout ils sont présents. Mais aujourd'hui, quand vous les voyez, vous cherchez à fuir d'eux. Et je crois que c'est ce qui a animé le pauvre qui est mort à Mamou. Il a voulu éviter pour ne pas être victime des raquets des policiers. Mais aujourd'hui, pour vous dire où nous sommes, Alpha Isaac a parlé de le manque d'autorité politique, le manque de la volonté des dirigeants pour corriger des problèmes. Aujourd'hui, quand le cas est arrivé, mais dans un pays qui veut aller dans le sens de la bonne gouvernance, le droit de l'homme, l'égalité des citoyens, l'égalité le respect de la loi et de l'éthique dans le travail, mais on devait relever le directeur de la gendarmerie ou le commissaire de police de Mamou, qui devait faire leur poste pour ne pas avoir donné les consignes aux policiers ou l'homme en uniforme qui a tiré sur le pauvre paysan. Il devait appeler le renfort pour l'arrêter s'il était... Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, la Guinée, qui peut faire quoi? Tout le monde, le pouvoir n'a plus de limite. Pour exagérer un peu, vous avez vu le dernier décret du président de la République qui va jusqu'à limoger un homme du secteur privé. Celui qui a une entreprise privée, comment peut être victime d'un décret d'un président de la République? Pour vous dire que le président ne connaît plus les limites de son pouvoir. Les hommes en uniforme ne connaissent plus les limites de leur pouvoir. Il n'y a pas de contrebalance. Chacun peut faire ce qui lui semble bon. Donc, vraiment, c'est une situation irréprochable de la Guinée vit aujourd'hui. Si une solution pouvait être trouvée. Alors, oui, justement, là est la seconde question. Quelles sont les solutions que vous savez la règle la solution que je propose, la solution aujourd'hui, la solution souhaitable, c'est après 2 ans de gouvernance dans cette pagaille, je crois, il faut encourager le pouvoir actuel d'aller aux élections législatives, avoir une assemblée et introduire une loi au niveau du Sénat. Je viens déjà de réfléchir là-dessus, ce qu'ils appellent le rappel. Parce qu'on ne peut pas élire pour 5 ans, n'est pas une garantie que vous allez mourir, vous allez faire les 5 ans si vous êtes incapable. Donc après les législatives, qu'on fait une motion pour rappeler le président, pour organiser des élections présidentielles anticipées, pour arriver le président au pouvoir, puisqu'il a prouvé qu'il n'a plus de limites, il se comporte en dictateur, et il ne peut pas protéger la Guinée, il n'est pas dans le sens de la bonne gouvernance. Tout ce que les Guinéens ont rêvé, les gens qui ont détourné le pays, qui ont mis, les gens sont morts comment on appelle, au stade du 28 septembre. Les gens sont morts le pont du 28 septembre. Pour balayer cette vieille bureaucratie qui est là, qui a pris le pays en otage depuis des années, des dizaines d'années. Lui, il se fait enculer par les mêmes hommes. Je crois que le peuple est fatigué et la seule solution, c'est de prendre le courage d'aller aux élections législatives après qu'une assemblée nationale est installée,
qu'on introduise une loi pour appeler des nouvelles élections présidentielles anticipées pour mettre quelqu'un qui tient le pays, qui défend les intérêts du pays, qui va sécuriser tous les Guinéens et qu'on commence le développement effectif de notre pays. Donc, vous appelez de tous vos voeux l'organisation des élections législatives, M. Chérif Niman François, sans oublier aussi les élections communautaires pour que la Guinée ait des pouvoirs et contre-pouvoirs, un peu comme ici aux États-Unis. Les Américains appellent cela, je crois, check and balance. N'est-ce pas? C'est ce que vous prétendez dire, M. Chérif Niman François? Oui, je dis bien, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas une loi. La loi que je veux proposer à travers le CNT, mais je ne peux pas le faire avec le CNT, c'est avec la prochaine Assemblée nationale, c'est d'introduire une loi, une proposition de loi qui va aller à l'Assemblée, qui va dire que si un Guinéen élu à un poste, quelle soit la durée du mandat, s'il s'est avéré qu'il est incapable de tenir le poste dans l'intervalle de son mandat, qu'on organise des élections anticipées avec des signatures qui demandent, on va déterminer, l'Assemblée va déterminer le nombre de signatures requises pour le nombre de signatures requises pour le rappeler. Et on organise des élections, on va faire, c'est ce que je souhaite ardemment aujourd'hui pour le président de la République qui a montré ses limites. Et aujourd'hui, il va limoger les plantons qui ne sont pas des cadres d'État, qui ne sont pas employés par lui, qui ne sont pas employés à la fonction publique, alors qu'il n'a aucun pouvoir, en tout cas, de mettre des chefs d'entreprise dans le secteur privé. Vous avez ce trop dit, le résumé de vous dire, mais il faut trouver une solution. La solution, ce n'est pas sa faute. Quand on le laisse, il va toujours rester faire les 5 ans. Mais je crois, quand on va aux élections législatives, on introduit une proposition de loi à l'Assemblée, et l'Assemblée demande qu'on ait des élections législatives anticipées pour ne pas qu'il fasse pire. Parce qu'il n'oublie pas, le président Alpha Condé aujourd'hui peut prendre un décret pour retirer la femme de quelqu'un. Il peut prendre un décret aujourd'hui pour dire que Bogota ne fera plus partie de la Guinée. Parce que les gens de Bogota sont fâchés et ne peuvent plus attendre son autorité ou n'ont plus envie de respecter son autorité. Donc, au lieu d'aller jusqu'à ce niveau, je crois la loi, on peut faire de façon qu'il n'y a pas de violence avec la volonté du peuple, avec la volonté des nouveaux élus. On peut faire une loi et l'enlever doucement. Il n'a qu'à se retourner en France, aller se reposer là où d'ailleurs il détient le passeport de là-bas. Donc, je crois que ça va épargner la Guinée des guerres, des conflits que nous avons connus le long de nos frontières pour ne pas aussi tomber dans le même jeu. Et déjà, nous ne sommes même pas partis en guerre entre nous. Nous sommes le pays le moins sécurisé en Afrique. Le pays le plus exposé, et comme le disait notre compatriote, deuxième capitale, la Conakry est la deuxième capitale où l'insécurité règne après Bagdad. Alors, M. Chérif Niman François, gardez votre confort d'écoute. De retour à New York, M. Alpha Isiaga Diallo, vous vivez à New York où le problème de sécurité s'est beaucoup amélioré, parce qu'il faut quand même le dire, au temps du maire Bloomberg, du maire Giuliani, Adolphe Giuliani, la sécurité a beaucoup été renforcée dans la métropole de New York. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique doublé de patriote, avez-vous des points positifs que vous pouvez recommander au futur président ou aux autorités, en tout cas guinéennes, en matière de l'application de la sécurité dans la ville? Car, comme je vous le disais, le train roule à New York 24 heures sur 24, les hommes travaillent 24 heures sur 24, mais en tout moment à New York, vous pouvez circuler sans problème, vous avez la protection de la police, la protection en tout cas des forces de sécurité, partout, qui sont vraiment présentes partout, et c'est quand même un acte qu'il faut saluer, de Penn Station à, je ne sais pas, Union Square, partout, Times Square, partout, la sécurité est omniprésente à New York. Alors, est-ce que vous avez des points positifs que vous vivez à New York là-bas qu'on pourrait recommander, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, pour l'amélioration de la sécurité sur le continent et en particulier pour la sécurité dans notre pays, M. Alpha Isiaga Diallo? Ok, merci M. Sagno, et je dis bonsoir à M. François Nima qui est là, que je respecte beaucoup, car tout ce qu'il dit ici, ça me démontre qu'il est
professionnels en la matière. Je crois que ici, monsieur Sagnon, le point le plus important, je vous ai dit, il faut qu'il y ait une volonté gouvernementale. Il faut qu'il y ait des lois, des règles. C'est-à-dire comment choisir le recrutement. Commençons par le recrutement. Il faut savoir des hommes qu'il faut mettre. Il faudra les donner les cours qu'il faut. C'est-à-dire le professionnalisme qui est là, qui a salué. En plus, la volonté gouvernementale, c'est-à-dire ici, il faudra payer les militaires, il faudra payer les forces de sécurité. Il faut que ces gens-là soient en passe de commander quelqu'un. À New York, ici, M. Sagnon, je vous assure, vous ne pouvez pas donner à un policier, s'il est avec sa tenue, de l'argent. C'est formellement interdit que tu donnes de l'argent à un policier, à un gendarme, ou à un douanier, ou à un Américain, à un militaire américain. Quand tu travailles, tu es payé, ça te suffit. Mais si tu veux donner quelqu'un l'argent, tu vas laisser s'il est off duty. Moi, je crois que c'est des choses qu'il faut calquer aux Guinéens, dire aux Guinéens que si tu travailles, on te paye, il n'y a pas quelque chose, on te fait travailler sans qu'on te paye. Je crois que c'est là, il y a beaucoup de choses à faire en République de Guinée. C'est pas seulement parce que les gens ne sont pas honnêtes, c'est pas parce que les gens ne sont pas capables, c'est parce que il n'y a pas une volonté qui est là, il n'y a pas une loi, il n'y a pas de règles qui sont mises strictement pour vraiment faire le travail. Si vous voyez partout où vous mettez le Guinéen, il est correctible, c'est parce que les gens sont très très mal payés. Un sac de riz coûte combien aujourd'hui? À combien on paye un fonctionnaire? Il faut calculer le coût de la vie. C'est ce qu'il faut calculer. Mais malheureusement en Guinée, tu fais semblant de travailler, on fait semblant de te payer. C'est ça le problème. Il faudra qu'on change tout. Moi, je crois que en Guinée, malheureusement, je fais partir du vague de ces Guinéens-là qu'on ne pourra plus faire confiance, car c'est la génération. Il faudra vraiment éduquer la société à la base. Il faudra donner des leçons de morale à tout le monde à l'école. Savoir qu'un Cora, ou bien en tout cas $1 du gouvernement, c'est du poison. Tu manges, tu dois vomir l'argent, car c'est pour tout le peuple, ce n'est pas une personne. Même le président de la République qui est là, en train de s'accaparer des ressources minières, des ressources de l'or et de l'argent et du diamant, louer des avions, aller partout, sans rendre compte. Je crois que tout ça, c'est irresponsable. Tout ça, ce n'est pas le moment. Je crois que la Guinée, nous avons beaucoup de choses à faire. Monsieur Sagnon, il ne faut pas aller à côté de l'objectif. Rien n'est là qui pourra permettre à un Guinéen d'être juste. Il n'y a rien qui est là qui peut vraiment démontrer que si on vous met là-bas en Guinée tout de suite, pour joindre le deux bouts, il faut passer par les jonglements et c'est ce qui amène à ce policier à tirer sur le chauffeur. Demander 2000 francs à un chauffeur. Quelqu'un qui a tous les papiers, il est à règle. Tu le demandes 2000, il ne te donne pas. C'est parce que tu ne peux pas manger la nuit, c'est pourquoi tu l'as tué. Moi, je crois que le gouvernement est coupable. Il faudra, en tout cas, beaucoup d'efforts au point de vue du gouvernement, au point de vue de la société, au point de vue tout le monde est coupable à l'heure là en République de Guinée. Car tout le monde est correctible, Monsieur Sagnon. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre compatriote et panéliste Alpha Isiaga Diallo, que nos auditeurs apprécient énormément en République démocratique du Congo pour la qualité de ses interventions. Merci à vous, merci à notre cher compatriote aussi politologue guinéen, M. Chérif Niman François, de politique au politologue Inyakamba. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que le dîner gala de la Fondation Watonimba se prépare pour le 23 juin à Washington ici. Alors, messieurs les auditeurs et auditrices, politologues, politiciens, vous êtes cordialement invités à faire le déplacement de Washington le 23 juin. Ce sera le samedi et l'événement commence à 20h. Au moins 10 ambassadeurs africains sont attendus. Alors, nous fermons portes et fenêtres de cette émission. Rendez-vous, je le disais tantôt, la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur le www.rgusa.net, sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Bonne soirée chez vous, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Guinée. Merci de la confiance, car vous avez été nombreux à nous visiter cette semaine. Plus de 4000 visiteurs sur notre site, ce n'est pas petit. Merci de la confiance et nous chercherons à mériter cette confiance. Bonne soirée et à très bientôt.